Je me suis isolé quand j'ai su que j'avais le Covid et je... J'en peux plus, je rigole tout seul. Je fais des tests comme ça, genre est-ce qu'on me voit bien, est-ce que le micro c'est bon? En fait tout est bon. C'est bien cadré, la lumière est good, le son est bon, c'est le principal j'ai envie de dire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, puisque oui, une vidéo du type FAQ, mais FAQ spécial Brésil. Alors, il y a quelques semaines, je vous ai posé la question sur Instagram de savoir si vous aviez des questions sur mon dernier voyage au Brésil. D'ailleurs, j'ai tourné une vidéo juste ici, petit débrief de cette aventure au Brésil qui s'est passée récemment. Et donc, vous avez été nombreux à me poser des questions sur Insta. Si vous l'avez pas fait, n'hésitez pas à me rajouter sur Insta. Parce que je poste des stories sympas, voilà, des trucs un peu inédits en plus du contenu YouTube. Ah oui, je vous rappelle avant ça, j'ai un petit cadeau sympa à vous offrir. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous en parle. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo du Brésil, mais si vous l'avez pas vu, restez bien jusqu'à la fin. Un petit truc très sympa, vraiment pour vous, un petit cadeau. Première question, est-ce que tu as vu, Laetitia nous dit Jean Neymar? Alors ça c'est très drôle ce petit jeu de mots Neymar, Jean Neymar. Ouais, c'est d'actualité. Laetitia, oui, je l'ai vu. Alors, il faut savoir que Laetitia, ça fait 3 ans maintenant qu'elle vit au Brésil et sa vie a beaucoup changé en 3 ans. Elle organise maintenant des voyages entre guillemets que je peux appeler ça abonnés, même si elle appelle pas ça comme ça, c'est des voyages féminins. Elle appelle ça les voyages féminité sororité, où donc elle fait venir un groupe de filles pour découvrir Rio, des voyages qui permettent justement de s'inspirer et de s'immerger dans cette culture brésilienne. Et un voyage qui est très sympa avec un beau petit programme. Et donc du coup, quand moi je suis arrivé à Rio, en fait, elle était en plein voyage féminité-sororité. Donc après moi j'ai fait mon petit voyage au Brésil et je l'ai revu quand je suis revenu à Rio et je l'ai vu vraiment en coup de vent. Puisqu'elle était dans un second voyage et j'ai réussi quand même à la voir au marché de Gloria, pas très loin de chez elle, dans un quartier donc, qui s'appelle Gloria. Il y a un marché de Gloria. C'était vraiment cool, donc oui je l'ai vu et ça faisait vraiment plaisir de retrouver Laetitia après 3 ans. C'est devenu une vraie petite brésilienne hein. Maintenant. Elle est bien bronzée, on dirait une brésilienne quoi. Ensuite on a El Gacha qui nous dit Salut Ben, est-ce que le Brésil est-il aussi dangereux qu'il n'y paraît? Franchement, j'ai envie de te dire non. J'ai l'impression que à la télé ou un petit peu partout, on nous vend des fake news. Attention, je dis pas qu'il n'y a pas de danger. Du danger, il y en a partout. Même en France, il y en a partout du danger. Je pense que par rapport à ce qu'on nous raconte ou ce qu'on veut nous faire croire, c'est pas aussi dangereux que ça en paraît. Alors, pour moi, je pense que la ville la plus dangereuse, c'est Rio. Il y a vraiment des codes de conduite à respecter, mais si tu respectes ces codes de conduite, t'auras pas de problème. J'ai envie de dire que de toute façon, être au mauvais endroit, au mauvais moment, ça peut arriver à tout le monde et n'importe où. D'ailleurs, j'ai réalisé une vidéo sur le sujet, justement, sur comment faire attention au Brésil, juste ici, et que je te conseille d'aller voir, qui est vraiment complète sur le sujet. En revanche, dans tout ce qui est petits villages, notamment les petits villages que j'ai fait il y a 3 ans, ou les îles, comme Ilha Grande, ou voilà, Paraty, ou bien cette année, comme quand je suis allé dans le Nord-Est, à Jericoacoara, Canoa Quebrada, c'est vraiment tranquille. Hein. Tu peux te balader, téléphone à la main, caméra à la main, tu seras pas embêté. Ensuite, on a Kelly qui nous dit Es-tu allé dans les favelas? Elles sont tellement enrichissantes en culture. Alors, oui, je suis allé, enfin, je suis retourné dans la favela de Vidigal parce qu'en fait, c'est la favela qu'il faut emprunter pour faire le Morro des Dois Irmãos, la plus belle vue de Rio de Janeiro. Je devais faire aussi une petite visite avec le copain de Laetitia, Leandro, qui habite dans la plus grande favela de Rio, donc qui s'appelle Rocinha. Je sais pas pourquoi j'ai eu un doute pendant un moment. En fait, lui est né à Rocinha, il a vécu à Rocinha et donc il fait des tours un peu culturels justement où il montre un petit peu comment ça se passe et il apprend plein de choses. Il y a plein de trucs sympas justement qu'il partage et ça c'est pas fait pour différentes raisons. Après, pour aller dans des favelas, je vois pas l'intérêt. En revanche, c'est vrai que si c'est pour aller rencontrer les gens, oui, ça c'est intéressant. Mais aller juste pour dire, ouais, je suis allé dans une favela, je suis un ouf, non, ça m'intéresse pas. Voilà, c'est comme aller dans une cité pour dire, je suis allé dans une cité. Non, par contre, si c'est pour aller justement, comme moi j'aime faire avec la caméra, à la rencontre des gens, etc., des cultures, ça oui. D'ailleurs, la deuxième partie de la question est très intéressante parce qu'elle dit, c'est tellement enrichissant en termes de culture. Et ça, c'est vrai. Le plus beau fleuve que tu as vu au Brésil? Alors, je serais tenté de te dire que j'en ai pas vu et que j'espère en voir dans un prochain voyage parce que ce sera sûrement
en Amazonie, t'as capté. Ça c'était MLD34MTP, on dirait un mot de passe, t'as juste à rajouter un point d'exclamation et une majuscule, ça fait un mot de passe. Voilà, c'est lui qui nous a posé cette question. Pourquoi vous mettez pas vos prénoms sur Instagram, je sais pas, ou au moins un pseudo sympa? Là on a Rémi Sergent qui nous dit: Salut Ben, comment vois-tu le voyage dans le futur? Ben, je sais pas, peut-être sur Mars, sur la Lune. Non, je plaisante, je sais que tu me demandes ça par rapport à l'actualité. Bah écoute, je crois qu'on vit une époque un peu bizarre, où il y a eu des petites brèches, où on a pu partir un peu comme moi au Brésil, où il y en a d'autres qui sont partis en Turquie, il y en a d'autres qui sont partis en Amérique latine. J'ai vu notamment des vidéos du confrère Jules en Asie, qui a fait l'Amérique latine, le Mexique, le Guatemala, la Turquie. Voilà, il y a plein d'autres personnes qui ont réussi à trouver des petites brèches pour voyager. Donc déjà, c'était possible de le faire à certains moments, bien évidemment, avec les règles qu'on connaît, le masque, les distanciations, etc. Et comment je vois ça dans le futur? Mais je crois que en fait, le futur, pour moi, je le vois tous vaccinés. On aura tous des passeports qui nous permettront de voyager. Parce qu'il va falloir s'habituer, le virus est là, il va pas partir du jour au lendemain. Donc voilà comment je vois les choses. C'est mon avis perso, je pense que voilà, on sera tous vaccinés et que voilà, c'est ce qui nous permettra un petit peu de voyager ou de retourner au resto. Ou comme un petit peu en ce moment, on voit des images d'Israël à la télévision, un peu partout sur internet, qui a vacciné toute sa population et qu'apparemment ils ont des sortes de cartes spéciales où ils peuvent aller au restaurant avec, etc. Et s'ils n'ont pas cette carte, bah, ils peuvent rien faire. Bah, j'ai l'impression que pour nous, on va nous mettre un petit peu cette carotte, c'est-à-dire de se dire, bah voilà, si tu te vaccines pas, tu peux pas voyager. Je crois que ce sera comme ça, donc voilà comment je vois le voyage dans le futur. Mais moi, je suis quelqu'un d'optimiste, donc je sais qu'on va pouvoir voyager. Alors ensuite, il y a Gauthier qui nous a posé la question: quelle partie du Brésil t'a fait le plus kiffer entre le nord-est, Canoa, Jerry, et le sud-est? J'ai beaucoup aimé le nord-est, dans ces petits villages justement, Jerry, Canoa. Ah, pas le droit de dire les deux, il m'a posé ensuite. Parce que je trouve que l'atmosphère est vraiment cool. Ça ressemble beaucoup d'ailleurs au sud-est, hein. L'atmosphère est totalement différente que dans les grosses villes comme Rio ou São Paulo. C'est détente, c'est calme. Après, non, j'ai pas eu d'endroit préféré, on va dire. J'ai aimé tout ce que j'ai fait en fait. Parce que c'est comme quand tu voyages de pays en pays, à chaque fois on me demande mais quel est ton pays préféré? J'en ai pas, parce que chaque voyage est unique. Chaque voyage a son lot de personnes rencontrées sur la route, son lot d'endroits visités, de paysages, de culture. Et là au Brésil c'est pareil, c'est un pays qui est immense, c'est un pays qui fait 14 fois la France. Donc en fonction des régions, il y a des cultures différentes, il y a des personnes à rencontrer différentes. Et je crois qu'en fait j'ai pas eu forcément un coup de cœur pour un endroit. Je pense que tous les endroits que j'ai faits ont été magnifiques. Et c'est ce qui a fait le charme justement de ce deuxième voyage au Brésil. Et après, oui, j'ai beaucoup aimé Canoa Quebrada, mais 3 jours c'est largement suffisant. Mon précédent voyage, quand j'avais fait le sud, j'avais bien aimé des endroits comme Ilha Grande, des endroits comme Florianopolis, des endroits comme Paraty, Trinidad. Mais ouais, non, j'ai pas d'endroit préféré. Donc je dirais les deux, même si j'avais pas le droit de le dire, parce que c'est ma chaîne YouTube, et que sur sa chaîne YouTube, on fait ce qu'on veut. Ensuite, on a Parodé autour du monde qui nous dit à quand un voyage en Égypte? Je te souhaite la bienvenue, Ben. Alors, je sais que toi, souvent, tu me demandes sur YouTube et sur Instagram à quand un voyage en Égypte. Donc, je vais te répondre en vidéo. C'est un pays qui me tente énormément. J'ai très, 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 très envie d'aller en Égypte. En revanche, je pense que si tu connais un petit peu la chaîne et mon univers, tu sais très bien que je décide jamais 6 mois à l'avance de mes voyages. Donc, ça se décide souvent à la dernière minute ou un mois à l'avance. Mais c'est un pays que j'ai beaucoup envie de faire, l'Égypte. Donc ça viendra, je peux pas te dire quand, je peux pas te dire, surtout en ce moment, je peux pas te dire où, quand, comment, mais ça viendra, c'est sûr et certain, puisque c'est inscrit sur ma bucket list. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué au passage, hein, mais pour la vidéo du Brésil, j'ai sorti le petit maillot de Flamengo, l'un des clubs mythiques de Rio. Voilà, c'est le petit cadeau que je me suis fait du Brésil. C'est ce petit maillot qui ressemble un petit peu d'ailleurs au celui du Milan AC, rouge et noir, mais non, c'est celui de Flamengo, club mythique de Rio de Janeiro. D'ailleurs, c'est trop bien parce que quand tu te balades avec ça dans la rue, tu passes tout de suite pour un local, hein. Quand tu es à Rio, tout le monde pense que voilà, tu es de Rio parce que tu as le maillot de Flamengo. C'est comme ça que tu peux, tu vois, te fondre dans la masse. Ah, ensuite, on a l'IP qui nous dit qu'est-ce que t'en penses de la partie du Brésil nord-est? Bah, je viens d'y répondre. Alors, vraiment, en termes de paysage, c'est beaucoup de dunes, c'est des grandes plages. Donc, ça m'a pas trop dépaysé de certains autres voyages que j'ai pu faire où j'ai vu des dunes et des grandes plages. Par contre, en termes de culture,
Je trouve que c'est très intéressant. D'ailleurs, ils ont un dicton qui dit vai de certo. Et ça veut dire ça va aller. Et je trouve que il est magnifique ce dicton parce qu'il résume vraiment le Nord-Est. Ça va aller, tranquille, relax. Voilà, c'est ça pour moi le Nord-Est. C'est cette ambiance tranquille, relax. Les locaux sont tranquilles, c'est cool. Et voilà. Donc voilà un petit peu pour compléter la question de tout à l'heure. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de la partie Nordeste do Brasil. Ensuite on a Corentin qui nous dit salut, quelles sont les adresses des auberges où tu as été? Alors il faut savoir que cette année j'ai pas fait énormément d'auberges. J'ai fait plus des pousadas. Donc les pousadas c'est des petits hôtels, ce qu'on peut appeler des guest house ou pour un budget un petit peu plus élevé qu'en auberge de jeunesse, vous avez une chambre privée, donc c'est un peu plus sympa d'avoir son confort, donc c'est ce que j'ai privilégié ça. J'ai fait quelques auberges, notamment quand j'étais à Jericoacoara, qui s'appelait Mandala Hostel, qui est très sympa, qui est tenu par des Argentins, ça fait vraiment ambiance familiale, donc je pense que d'ailleurs c'est la plus grande auberge à mon avis de Jericoacoara. Elle est très connue, elle est dans la rue principale, tu peux pas la louper, il n'y a qu'une rue. Et voilà, pour le reste, j'ai fait des petites posadas que j'ai trouvées comme d'habitude sur Booking ou bien sur Hostelworld. Ou des fois, j'ai dormi chez Mauro à Rio. Et voilà un petit peu comment ça s'est passé. Donc, pas trop d'auberges. Si tu veux un petit peu plus de détails, n'hésite pas à m'écrire et je te répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Hein. Je t'enverrai vraiment exactement dans toutes les guest houses où j'ai été. Ensuite, on a Momozig qui nous dit comment les Brésiliens réagissent par rapport au coronavirus. C'est une bonne question. Par rapport au coronavirus, c'est un peu à double tranchant. C'est un peu comme la France actuellement. Il y en a qui ont très peur, il y en a qui n'ont pas peur, il y en a qui se protègent, il y en a qui se protègent pas. Et en fait, à la période dans laquelle où j'ai voyagé au Brésil, c'était un petit peu la France, cette France d'après Covid, non, mais plutôt d'après confinement. Au mois de juillet-août, quand on a pu sortir un petit peu et voyager, c'était ça. Donc tous les bars étaient ouverts, tous les restos étaient ouverts. Et en fait, voilà, c'est un Brésil comme en France à double tranchant où il y en a qui n'ont pas peur du tout et d'autres qui ont peur. Il y en a qui réagissent bien, d'autres qui réagissent un peu mal, qui font attention. Mais après, ça reste le Brésil, ça reste tranquille. Donc c'est difficile parce que souvent, il y en a qui veulent tenter des approches. Tu sais, quand tu rigoles avec eux, même avec la distance, même avec le masque, ils essaient de te checker. Mais toi, tu es là, tu essaies de mettre ton truc, mais ils te serrent la main et c'est un peu bizarre. Donc toi, là, tu dis, est-ce que je lui serre la main? Mais tu vas pas lui mettre un vent. Kader qui nous dit, je voulais juste savoir si tu t'es déjà fait agresser au Brésil. Peux-tu aussi te balader la nuit? Donc je te conseille d'aller voir la vidéo dont j'ai parlé juste avant. Moi personnellement, je ne me suis jamais fait agresser au Brésil. Je ne me suis jamais senti en danger au Brésil parce que si je sais me fondre dans la masse, parce que je connais aussi un peu l'Amérique latine. En total, j'ai fait quasiment 1 an et demi de voyage en Amérique latine. Ça fait 9 ans que je voyage. Le danger, comme j'ai dit, il est partout. Être au mauvais endroit au mauvais moment, ça peut arriver à tout le monde, mais je me suis jamais senti en danger. Et la nuit, alors, dans certains villages, sans problème, à Rio, vaut mieux éviter et vaudra mieux prendre des Uber. Même si ton hôtel, il est à 5 minutes à pied, c'est mieux. Voilà, c'est mieux que de passer par des rues cheloues et de tenter le diable. Maintenant, si t'as rien sur toi, si t'as pas d'argent, si t'as pas de téléphone, oui, tu peux marcher. Voilà. Mais je te conseille vraiment d'aller voir la vidéo. Parce que je donne de très très bons conseils dessus. Ensuite, on a Orlan qui nous dit quel transport conseilles-tu pour faire Iguaçu à Manaus? J'hésite encore. Je sais pas si tu as regardé la carte du Brésil. Elle est immense. Tu as deux solutions. La première, tu as le temps. Et donc, pour aller de Iguaçu à Manaus, eh ben, tu vas faire ça tranquillos en bus en t'arrêtant sur plusieurs spots. Mais ça va te prendre du temps parce que c'est très très loin. Autrement, je te conseille l'avion parce que ce sera beaucoup plus rapide. Parce que là, tu as pris vraiment deux opposés. Hein. Très au sud, Iguazu et dans le nord-ouest, Manaus. Vaut mieux prendre l'avion si t'as pas le temps. Maintenant, si tu as le temps, comme je t'ai dit, step by step. Mathieu qui nous demande que penses-tu en général de la nourriture brésilienne et quelle est ta nourriture préférée? Alors ça c'est une bonne question parce que la première fois que j'y suis allé j'avais beaucoup aimé, notamment la street food, les coxinhas, etc. Mais la deuxième fois comme j'évite de manger très gras et il y a beaucoup de choses qui sont frites au Brésil, j'ai un peu moins kiffé. Et je trouve que c'était un petit peu rébarbatif. C'est souvent une nourriture basée sur deux ingrédients principaux, la feijão, donc les haricots noirs, et le riz. Donc j'ai pas, par rapport à d'autres pays que j'ai pu faire dans le monde,
en termes de street food, comme l'Asie, comme le Mexique, c'est pas la meilleure street food au monde. C'est pas la plus diversifiée, même s'il y a des trucs qui sont très bons et très sympas, mais voilà, je trouve que c'est très free, c'est dommage. J'ai pas autant kiffé que la première fois. En revanche, si je peux te donner deux petits péchés mignons du Brésil, numéro un, c'est l'açaï, cette glace typique en fait, hein, qui est issue du fruit de l'açaï. On en fait plein de produits dérivés, on en fait de l'alcool, on en fait des boissons, et on en fait notamment de la glace, des sorbets à l'açaï. Ça, c'est mon péché mignon. Tu prends un petit açaï, tu mets du granola dessus, du pasoka. Pasoka, c'est en fait de la cacahuète écrasée. Et là, mon gars, ça t'envoie au septième ciel. Et il y a aussi le tapioca. Donc, tapioca, en fait, c'est tout simplement une céréale. Et on en fait des galettes de tapioca où dedans, bah, tu mets ce que tu veux. Tu peux mettre un œuf, du fromage, de l'avocat. Et ça, c'est un petit délice aussi. Et c'est sain. C'est nickel. Ensuite, on a Seb qui nous dit combien de temps le coup seul. Alors, un mois et demi à peu près, puisque normalement c'était censé être 28 jours, donc un petit peu moins d'un mois, mais j'ai été bloqué, donc un mois et demi. Le coup, je ne l'ai pas vraiment, je ne m'étais pas fixé de budget, mais j'ai dépensé plus que prévu, puisque à la base, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, c'était un voyage qui devait être gratuit, mais finalement j'ai dépensé plus parce que j'ai pas pu rentrer tout de suite, j'ai été bloqué. Bref, je te conseille d'aller voir la vidéo précédente où j'ai fait justement le débrief du Brésil, et oui, seul comme d'habitude, en sac à dos et en mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ensuite, on a Nassuf Ahmed qui nous dit quel est ton niveau de portugais brésilien? Tudo bem. Et você, tudo bem? Tudo bem. Et quand tu sais dire tudo bem, tu t'es ouvert 50% d'une conversation déjà. Salut, ça va? Ouais, ça va, ça va? Ouais, ça va, et toi? Ouais, ça va, ça va. Mais en vérité, pour être honnête, j'ai jamais appris le portugais dans ma vie. Donc j'ai un niveau débutant que j'ai consolidé avec ce deuxième voyage. Et en fait, moi, si tu veux, pour communiquer avec les gens, je fais un petit peu ce que j'appelle la potion magique. Durant mon premier voyage, j'ai appris deux, trois petits mots sur place. Bonjour, merci, au revoir, ça va. Et en fait, je mélangeais donc un petit peu de mots en français, un petit peu de mots en anglais, un petit peu de mots en espagnol, un tout petit peu de mots en portugais. Je remuais tout ça, ça faisait une potion magique avec les mains, les signes, etc. C'est comme ça que j'arrivais à me débrouiller au Brésil. Et puis là, durant ce deuxième voyage, j'ai vraiment essayé de parler le plus possible en portugais. Je parlais surtout en portugnol parce que, en fait, quand je savais pas dire un mot en portugais, je le complétais en espagnol et ça faisait des phrases assez fun. Mais ouais, je trouve que deuxième voyage, j'ai plutôt bien amélioré. Donc je dirais débutant plus. Tu vois, après, tu as débutant plus, débutant plus. Une différence. Il nous repose une question. Il nous dit hormis le Covid-19, quelle sensation ça fait de repartir une seconde fois au Brésil et vois-tu une différence entre ton premier et deuxième passage dans ce pays? Alors, c'est drôle qu'il t'ait mis hormis le Covid, parce que si t'avais pas mis ça, je t'aurais mis la différence entre le premier et le deuxième, bah c'est le Covid. Non, j'ai pas vu une grosse différence, mais par contre j'ai été moins surpris, surtout durant mon retour à Rio, parce que bah, je connaissais déjà, alors qu'à la différence, le Nordeste c'était une surprise, parce que je connaissais pas. Non, j'ai pas vu une grosse différence, donc si t'avais pas mis le petit mot là, hormis le Covid, je t'aurais dit bah la seule différence que j'ai vue c'est surtout le Covid en fait. Parce que voilà, c'est pas le Brésil que j'ai connu en 2018. Ensuite, on a Mousse qui nous dit quelle période recommandes-tu pour visiter le Brésil? Alors déjà, il n'y a pas vraiment de période. Si tu peux éviter la saison des pluies, c'est toujours mieux. Le mieux, c'est de checker sur Google direct. Après, il faut savoir que tu es dans l'hémisphère sud, donc les saisons sont inversées. Quand nous, on est en été, ils sont en hiver. Quand nous, on est en hiver, eux, ils sont en été. Rio, il n'y a jamais de vrai hiver, hein. C'est un hiver à 15 degrés. Par contre, quand tu descends, oui, dans le sud du Brésil, tu vois, tu te diriges plus vers l'Uruguay, l'Argentine, il fait un peu plus froid en hiver, mais sinon, en général, tu vois, à partir de Rio jusqu'au nord du Brésil, il fait bon quasiment toute l'année. Juste éviter la saison des pluies. Je pense que la meilleure période, c'est celle du carnaval, honnêtement. C'est à partir de février-mars, comme ça, il fait vraiment très chaud. Les Brésiliens sont en vacances. C'est la période la plus festive, la plus joyeuse. Et si tu veux d'ailleurs un bon tuyau, je te conseille de partir en janvier. Les billets sont pas très chers. Si tu arrives à rester un mois ou deux sur place, t'enchaînes direct avec le carnaval et là c'est le top. Ensuite on a Mousse qui nous repose une autre question. Mousse est généreux aussi en question, qui nous dit quels sont les coins les plus sympas et dépaysants à visiter? Pas super touristiques mais accessibles. Oula, ça c'est une question très difficile à répondre parce qu'il y a des endroits qui sont sympas et dépaysants mais ils restent touristiques. C'est ça le problème. Et je crois que pour être honnête, j'ai pas fait tout le Brésil, c'est très grand et j'ai pas trouvé ce genre de lieu.
Donc pas super touristique, accessible. Après je te dirais les petits villages du Nord-Est, mais ça restait quand même touristique. C'est pas énormément touristique, alors peut-être à l'époque à laquelle j'ai voyagé, c'était peut-être pas énormément touristique. C'était surtout des touristes locaux en général, hein. Des Brésiliens qui viennent d'un petit peu partout. Je pense que Canoa Quebrada, c'était peut-être l'endroit le moins touristique que j'ai fait. C'était vraiment plus tranquille, vraiment encore plus petit que Jericoacoara, Pipa, etc. Très sympa, très chill, très relax et accessible. Vitamix qui nous dit tu vas opter pour un business dans l'ACI, carrément. Et vous serez tous les bienvenus, hein. Parce que je pense que le petit business d'ACI, je vais finir par l'ouvrir tôt ou tard, hein. C'est mon petit péché mignon ça l'ACI. Ensuite on a Louis à qui je fais un coucou, qui est d'ailleurs le cofondateur de mon blog Voyager léger que je vous mettrai dans la barre d'infos. Qui nous dit détail du budget plus récap de l'itinéraire. Donc je me suis pas vraiment fixé de budget et le récap de l'itinéraire il a été simple, Rio. J'ai fait des petites villes voilà, pendant 4-5 jours autour de Rio à 2-3 heures. Et après, direct Nord-Est, Fortaleza, Jericoacoara, retour sur Fortaleza. Fortaleza, parce que je devais aller ensuite à l'autre bout du Nord-Est, Canoa Quebrada. Canoa Quebrada, Pipa. Pipa, je suis revenu sur mes pas. Natal, Natal, Fortaleza. Et là, j'ai visité un peu Fortaleza. Budget, grosso modo, on va dire entre hébergement, nourriture, 15-20 euros par jour. Après, il faut compter les transports, etc. Ouais, j'ai pas fait un total, mais ce qui est sûr, c'est que ça m'a coûté plus cher que ce que je pensais, à cause de la petite histoire que j'ai eue du vol annulé dont j'ai parlé dans la précédente vidéo. Et ensuite, ça tombe bien, transition, parce qu'on a Fatia qui nous dit combien dépenses-tu en moyenne par jour? Alors si tu comptes, voilà, comme je viens de répondre à lui, entre hébergement, nourriture, en moyenne 15-20 euros. Tu peux dépenser moins, ça dépend. Si tu es en auberge, tu peux payer 5 euros la nuit. Si tu es en pousada, c'est un peu plus cher. Tu vois, avec petite chambre privée, c'est 10-12 euros la nuit. Mais après, si tu fais des petites street food à 2-3 euros, tu peux t'en tirer pour 15-20 euros. Après, faut pas oublier qu'il y a des jours où tu vas prendre les transports. Il y a des jours où tu vas prendre juste, par exemple, des petits bus locaux pour aller d'une petite ville à une autre, ou pour te balader dans une ville, ou tu vas prendre les métros, par exemple, à Rio. Et puis il y a des jours où tu vas prendre ce que j'appelle des longs courriers pour faire 300, 400, 500 km, donc ça va coûter un peu plus cher. Donc après c'est surtout sur le budget global du voyage. Ensuite on a F Chips qui nous dit comment s'est déroulé ton vol, retour, annulation, remboursement, frontière. Alors, vol retour, j'ai pris Air France, j'en ai parlé dans la précédente vidéo, parce que mon vol retour donc a été annulé avec TAP Portugal, j'ai pas encore été remboursé, et pour le retour, franchement ça s'est passé vraiment tranquille, hein. Arrivé à Charles de Gaulle, j'avais mon test PCR qui était négatif. À l'embarquement, on ne me l'a pas demandé. Arrivé à Charles de Gaulle, il y a des personnes qui me l'ont demandé, qui regardent vraiment tous les tests PCR. Et sinon, après, on m'a fait remplir des papiers, voilà, des papiers sur l'honneur qui te dit j'ai été en contact avec personne de malade, je certifie sur l'honneur que je ressens pas de symptômes, etc., etc. Et puis ensuite, voilà quoi, j'ai passé la police aux frontières et je suis rentré tranquillement. Est-ce que j'ai déjà fait un PVT, nous demande Yalfa 259. Oui. Alors un PVT, pour ceux qui ne savent pas, c'est un visa vacances-travail. Alors oui, j'en ai fait deux lorsque j'étais en Australie, mais jamais au Brésil. Comment ça se passe en ce moment pour le tourisme, nous dit Binge A. Alors, pour le tourisme... c'est pas la meilleure période, hein, concrètement, on va pas se voiler la face, hein. Après, on va dire que l'un dans l'autre, quand tu voyages et qu'il n'y a pas trop de touristes, c'est pas trop mal aussi, tu vois. Parce que tu peux vraiment. T'as de l'espace, quoi. T'es tranquille, même quand tu vas par exemple dans des auberges, dans des endroits, c'est pas full. Et ça, c'est plutôt cool, j'ai envie de dire. Mais après, voilà, c'est pas le Brésil que j'ai connu. Donc c'est vrai que ça fait un peu de la peine à voir. Et puis surtout, le tourisme, on en a besoin dans tous les pays, que ce soit au Brésil, en France, partout. Donc c'est un peu triste. C'est la première année, je crois, où j'ai rencontré aussi peu de voyageurs étrangers. D'habitude, je rencontre toujours des Allemands, des Anglais, des Américains, des Français. Et là, vraiment, j'ai fait très peu de rencontres d'étrangers, mis à part les Sud-Américains comme les Argentins. Il y en a beaucoup qui vivent déjà au Brésil, qui y sont depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais sinon, ouais, j'ai rencontré quelques Français, mais voilà, pas autant que durant le premier voyage par exemple. Ensuite, on a Joe Massilia qui nous dit quel est le coût de la vie. Oh là là, ça vous intéresse tout ça? Écoutez, je pense que je ferai une vidéo spéciale sur le coût de la vie au Brésil, puisqu'on me demande si possible détailler salaire, nourriture, loyer, restaurant, activité. On fera une vidéo spéciale, parce que déjà que les FAQ risquent d'être très longues. Si je rajoute en plus ça, il y en a pour 2 heures. Et quand t'as pas la fibre, c'est long à uploader 2 heures.
Hamzaoui qui nous dit: Salut Ben, pourquoi tu choisis de revenir au Brésil et pas un autre pays? J'en ai parlé dans la vidéo spéciale débrief du Brésil, mais très rapidement parce que, en fait, à la base, je devais aller au Mexique. Ça s'est pas fait. Je me suis rabattu sur le Brésil. Et déjà, petit 1, pour pas être tenté de faire des vidéos parce que c'était pas l'objectif de ce voyage. Et surtout, petit 2, parce que c'est surtout un pays où on pouvait voyager seulement en faisant un test PCR, j'allais dire en faisant un test PVT, le truc qui n'a rien à voir, en faisant un test PCR, et on n'était pas obligé d'observer donc une période de 15 jours, comme dans certains pays où tu dois t'isoler, etc. Donc là, c'était vraiment plutôt facile. Et parce que le Brésil, c'est grand. Donc tu vois, le Brésil, ça fait pas la taille du Portugal. Donc vraiment, ça fait, t'imagines, ça fait 14 fois la France. Donc tu te dis, bah, je suis allé au Brésil, mais au final, j'ai pas tout vu. Même si tu vas au Portugal, qui est un pays beaucoup plus petit, t'as pas toujours tout vu, tout fait. Donc au final, aller au Brésil, t'imagines, c'est vaste. Tellement de choses à voir, tellement de choses à faire. C'est dans un pays, t'en as 14. Ensuite, on a Fardelli Florent qui nous dit: comptes-tu repartir au Guatemala? C'est pas dans mes projets. Je dis pas qu'un jour j'y retournerai pas, mais là, c'est pas dans mes projets. Mais très beau pays au passage, et je vous mets la playlist du Guatemala juste ici. Ensuite, on a Albert Soussana qui nous dit: dans ton prochain voyage, comptes-tu visiter des villes du Nord comme Belém ou Manaus? Alors, je compte pas repartir tout de suite au Brésil, ça c'est clair et net, parce que ça fait déjà 2 fois et que moi j'ai envie de connaître d'autres pays. Je suis pas focalisé Brésil, Brésil, Brésil. Mais c'est sûr qu'un jour je passerai par Manaus parce que l'un de mes rêves que j'ai coché dans ma bucket list, je sais plus le dire, ma bucket list, c'est l'Amazonie. Donc l'Amazonie, c'est l'un de mes rêves et c'est quelque chose que je compte faire. Et donc il y aura un passage obligatoire forcément à Manaus, qui est le point d'entrée de l'Amazonie, ou le point de sortie, ça dépend par où tu arrives. Ensuite, on a Khaled qui nous dit: salut Ben, tu n'as pas fait de vidéo sur Fortaleza, tes retours? Alors Fortaleza, très très rapidement, parce que j'en ai parlé encore une fois dans cette vidéo spéciale débrief. Pas grand intérêt, pour être honnête. Après, c'est un Fortaleza sous Covid, donc beaucoup de choses étaient fermées. Mais on m'avait dit que c'était très dangereux. Moi, j'ai pas trouvé la ville dangereuse. Autrement, pas grand intérêt, pas grand. Tu vois, c'est pas comme Rio. Rio, tu peux faire plein d'activités, tu peux aller au Corcovado, tu peux faire le pain de sucre. Vraiment, il y a plein de choses à voir, à faire, même dans les alentours. Alors là, qu'à Fortaleza, c'est vraiment, en fait, c'est des plages, quoi, tout simplement. Il y a des petits marchés locaux sympas, mais j'ai pas trouvé grand intérêt, pour être honnête, à Fortaleza. Ensuite, on a Raph qui nous dit: quelles images ont les Brésiliens des Français? Plutôt bonnes. Ils aiment bien les Français, les Brésiliens, et on a plutôt une bonne image. Donc, quand tu dis que t'es Français, en général, le contact passe assez vite. Et ils nous en veulent pas d'ailleurs pour 98. Donc, en même temps, ils ont 5 étoiles sur leur maillot, pas nous. Bref, ensuite on a Mel qui nous dit: hello Ben, penses-tu qu'il soit dangereux de venir à Rio seul en tant que fille? Alors va voir déjà la vidéo que j'ai fait sur le Brésil, sur la dangerosité du pays. Et ensuite, non. Tout de suite, je te réponds non. Il y a juste des codes de conduite à respecter, mais concrètement, non. Et si tu as vraiment peur, je te conseille d'aller voir la chaîne de mon amie Laetitia ou son compte Instagram, Le Corps, la Maison, l'Esprit, qui organise des voyages pour les filles, justement, des voyages féminins. Donc voilà, ça peut être quelque chose d'envisageable pour te mettre en confiance dans un premier temps. Ensuite, on a Jérémy qui nous dit: comment ça s'est passé par rapport au Covid quand tu as été positif? C'est toi qui t'es isolé ou les autorités? Contrôle particulier? Alors, comment ça s'est passé? J'ai eu beaucoup de questions par rapport à mon Covid, par rapport justement comment ça s'est passé quand j'ai eu le Covid. Eh ben, en gros, j'ai attrapé le Covid quand je suis revenu à Rio. Donc, en fait, j'ai commencé à avoir des petites sueurs, tu vois, commencé à avoir des petits frissons, etc. Et en fait, c'est là où je me suis dit: bon, faudrait peut-être que je fasse un test. Bien évidemment, je savais que je me sentais pas bien, mais en fait, je pensais que j'étais malade à cause de la climatisation, parce que là-bas, ils adorent mettre la climatisation à fond dans les bus, dans les auberges, partout. Donc je pensais que la différence entre le chaud et le froid, que j'avais chopé quelque chose, je voulais pas croire à ça. Mais quand même, je suis allé me faire dépister. Bien évidemment, quand j'ai vu que je me sentais pas très bien, autant te dire que j'évitais au maximum les contacts avec les gens, toujours avec le masque, etc. Toujours voilà, on connaît les gestes, en me lavant bien les mains, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais déjà, rien qu'avant de me sentir malade, c'est des choses que je faisais, toujours me laver les mains. Donc je suis parti me faire dépister, j'ai su que j'avais le Covid, et pour être franc, ça a été un Covid express, comme on dit. Je touche du bois, je touche ma tête. C'est-à-dire que moi, j'ai pas eu grand-chose, et je suis reconnaissant parce que par rapport à d'autres personnes qui l'ont attrapé, qui ont été très malades,
Moi, j'ai eu, on va dire, grosso modo 3-4 jours de fièvre. J'ai eu 3-4 jours de mal de gorge. Et puis une dizaine de jours avec de la toux. Et puis c'est parti. Et donc après, au bout de 15 jours, je me suis fait dépister et j'étais négatif. Ce qui m'a permis de pouvoir rentrer en France. Je me suis isolé pendant 8 jours dans ma chambre d'hôtel de ma petite posada quand j'ai su que j'avais le Covid et je sortais juste pour acheter de la nourriture et j'allais pas faire des street food ou des restos ou quoi que ce soit, hein. J'achetais à manger au supermarché, je me faisais mes petits plats à base de légumes, des petits soupes, des petits, tu vois, des petits potages, des trucs vraiment pour gagner de l'énergie. Personne m'a demandé de m'isoler, c'est moi je l'ai fait, c'est par acquis de conscience pour éviter le contact avec les autres. Et ensuite, bah, le retour en France, bah, je me suis re-isolé pendant une semaine et je suis parti refaire un test. Donc ouais, non, j'ai pas eu de contrôle particulier en tout cas. Ensuite, on a Marie qui nous dit est-ce qu'on peut toujours aller au Brésil et rentrer avec les frontières fermées dans les deux sens? Quand moi je suis parti en janvier, c'était possible. À l'heure actuelle, je sais pas parce qu'on est dans une période un peu bizarre là, où on est dans un troisième confinement. Donc est-ce que ça a réouvert? Ça, il faudrait que j'aille checker un petit peu partout les infos parce que c'est vrai que là, on n'a pas trop d'infos sur ce qui se passe. Mais je te conseille pas d'y aller maintenant parce que c'est pas une bonne période. Depuis que je suis rentré, en fait, au moment où je te parle, la plupart des États du Brésil rentrent dans un semi-confinement. Il y a pas mal de couvre-feu partout. Par exemple, à Rio, le couvre-feu c'est 17h, donc les restos, etc., tout ferme à 17h. Ils commencent un peu à resserrer la vis, donc je suis pas sûr que ce soit une bonne période pour y aller tout de suite. Si tu veux plus d'infos, n'hésite pas à venir me parler sur Insta, tu seras toujours la bienvenue. Ensuite, on a Aurore qui nous dit comment ça se passe là-bas avec le Covid. Et bah, j'y ai déjà répondu, hein. C'est voilà, c'est un peu comme la France de cet été. En tout cas, moi, quand j'y étais, c'était un peu comme ça. Ensuite, on a Charlotte BRFD qui nous dit les Français, on connaît bien Rio, mais quels autres endroits sont absolument à voir au Brésil? J'ai pas eu la chance de visiter tout le Brésil parce que c'est immense, mais il y a vraiment de beaux endroits à faire. Je pense notamment à Ilha Grande, qui est pas très loin de Rio. Je pense notamment à Paraty, cette belle petite ville. Le Nordeste, des villes bah, comme Canoa Quebrada, qui est une petite ville magnifique. Et voilà, il y a vraiment des petites pépites à voir, à faire, donc hors Rio bien évidemment. Et même si tu es à Rio et que tu veux pas aller trop loin, tu peux toujours voilà, faire des villes qui sont pas très loin, à 2-3 heures de Rio, comme Arial do Cabo, comme Buzios, comme Petropolis, comme Ilha Grande, comme Paraty, etc. Ensuite, on a Juliette qui nous dit comment fais-tu pour partir hors UE pendant le Covid? Bah, ça a été très simple en fait, j'ai profité d'une brèche et c'est comme ça que j'ai pu partir. Ensuite, on a Max Zander qui nous dit Max Zander alias le clown, cette série mythique des années 90, qui nous dit comment tu fais pour voyager? T'es millionnaire? Oui, parce qu'il me fait une petite blagounette, parce que j'avais dit que je répondrais pas aux questions par rapport à l'argent, les voyages, puisque j'ai déjà fait une FAQ sur ça. Ensuite, on a Hicham qui nous dit quel quartier loger à Rio pour une vie nocturne active, si t'as déjà fait. Alors, il y a plein de quartiers sympas, et je pense que chaque personne te donnera son petit coup de cœur. Moi, c'est Botafogo. Parce que Botafogo, c'est un petit quartier sympa, t'es pas loin du centre, t'as accès à tout, le métro, les transports, t'as plein de petits bars sympas, de petits restos sympas. Et vraiment, tu peux aller vraiment partout en fait de Botafogo, que ce soit en transport, que ce soit en Uber. Et après, tu as vraiment le quartier de la nuit, c'est Lapa, mais c'est un quartier un peu chaud, entre guillemets. Mais c'est vraiment le quartier de la vie nocturne. Après, tu as d'autres quartiers à l'autre bout de la ville, comme Leblon, ce quartier un peu plus bobo, où pareil, il y a de la vie nocturne. Mais tout ça, tu peux y accéder de Botafogo. Donc il y a des gens qui te diront, ouais, non, moi je préfère être à Leblon, non, moi je préfère être vers Lapa, non, moi je préfère être à Botafogo. Moi, je te dirais Botafogo parce que c'est mon petit quartier coup de cœur et tu peux te loger pas trop cher et le quartier est plutôt sympa. Quand tu as envie de sortir, il y a des endroits pour sortir, mais quand t'as pas envie de sortir, ça reste quand même aussi relativement calme. Ensuite, Hicham qui nous redemande est-ce qu'une semaine c'est suffisant pour visiter Rio et pour faire le carnaval, les monuments historiques? Oui, largement. Par contre, il faut que tu aies un programme où tu sais déjà ce que tu vas faire chaque jour. Là, c'est plus du mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Parce que si tu veux vraiment tout faire, tout voir en une semaine, il faut que tu saches exactement qu'est-ce que tu vas faire chaque jour. Mais c'est possible en une semaine. Il ne faut pas que tu dises oh non, bah non, aujourd'hui je vais à la plage. Non, parce que si tu veux faire le pain de sucre, le Corcovado, le Morro de Dois aller voir la Pedra do Telegrafo, faire quelques petites villes autour de Rio, etc.,
Ça risque d'être assez short en une semaine. En plus, si tu y vas pour une semaine, je suis pas sûr que ça vaille vraiment le coup de faire un voyage aussi loin pour une semaine. Tu vas être crevé un petit peu avec le décalage horaire, etc. Mais si tu as vraiment qu'une semaine et que tu es de passage, je sais pas, tu as une escale, ou c'est la seule fois que tu peux partir dans ta vie, c'est une semaine, il faut vraiment que tu sois carré sur ton planning. Ensuite, on a Liobert qui nous dit après un mois au Brésil, est-ce que tu es devenu bilingue? Tudo bem. Ensuite, on a France Inter 94 qui nous dit quelle est la durée idéale pour visiter Rio et sa région. Je t'attends en Suisse. Les Suisses, j'espère bientôt venir chez vous parce que je sais que vous avez un pays magnifique et il me tarde de venir vous voir. Donc déjà, merci pour la proposition. Et la durée idéale pour bien visiter Rio, bah, comme Hicham, je dirais une semaine, c'est pas trop mal, une semaine pour visiter Rio, pour vraiment tout voir, tout faire, mais en ayant un planning où tu sais déjà ce que tu vas faire. Et après, si tu veux vraiment prendre ton temps, je dirais 2 semaines. Parce que c'est bien 2 semaines. Un coup tu visites, un coup tu te relaxes, un coup tu vois, quelqu'un te propose de faire un truc, de passer une journée avec des locaux, etc. Tu vois. Moi c'est ça que j'aime dans le voyage. C'est vraiment le mode que rien n'est prévu, tout peut arriver. Si demain je vais au Corcovado, je rencontre des Brésiliens, ils me disent ouais on habite à tel endroit, c'est super, viens, voilà on est juste à 1 heure de Rio. Je me dis vas-y ok tu vois. Et c'est ça que j'aime. Maintenant, pour répondre directement à ta question, je dirais ouais, une semaine c'est bien. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir, des quartiers historiques, des monuments, etc. Donc une semaine c'est très bien. Ensuite, on a Corentin qui nous dit lieu insolite à faire au Brésil, non connu. Alors, bah, comme j'ai déjà dit, il faudrait avoir tout fait, tout vu. C'est immense le Brésil. Il faudrait des années pour tout voir, pour tout faire. Des lieux insolites, non connus. T'as plein de petits villages qui sont pas connus sur la côte. Après, il y a un endroit que m'ont parlé les locaux, c'est Tocantins, c'est au milieu du Brésil. Alors, c'est des Brésiliens qui m'ont parlé de cet endroit et pas des voyageurs. Mais il y a sûrement des voyageurs qui l'ont fait. Il paraît que c'est très joli, que c'est très beau à faire. Mais voilà, il faudra avoir tout fait, tout vu. Et je pense qu'il vaudrait mieux interroger quelqu'un, justement, qui a voyagé encore plus longtemps que moi au Brésil, pour pouvoir répondre à cette question, en tout cas. Sinon, dans les lieux sympas, insolites, que moi, en tout cas, j'ai connu, j'ai beaucoup aimé, donc Paraty et Canoa Quebrada. Et ensuite, on a Élise. C'est la dernière question, ça y est. Le meilleur moment du voyage, excepté l'arrivée. Le Covid? Non, je rigole. C'est de l'humour noir, ça, mais faut bien en rigoler un moment ou un autre. Mais en fait, oui, parce que c'est pas malade, c'est pas marrant d'être malade en voyage. Je dirais le meilleur moment, c'est quand je suis arrivé dans le Nord-Est. J'avais l'impression d'être arrivé ailleurs. Et j'étais heureux quoi, de découvrir autre chose. J'avais l'impression de voilà, découvrir un autre pays. J'avais cette euphorie que j'avais pas à Rio puisque je connaissais déjà. Et en plus, ça s'est fait vraiment d'une manière assez fun puisque je rencontre une Brésilienne qui parle français dans l'avion, on discute. Moi, je voulais rester à Fortaleza 2 3 jours. Finalement, elle me dit ah, je vais à Jericoacoara. Je dis bah attends, c'est ma prochaine étape. Et je lui dis comment t'y vas. Elle me dit bah là, je prends un 4x4 qui m'y emmène. Je lui dis bah vas-y, on peut partager, ok, hop. Et ça s'est fait comme ça, en mode que rien n'est prévu et j'étais trop content. Et je suis arrivé comme ça à Jericoacoara et j'ai vraiment, je me souviens, j'étais dans le 4x4, j'ouvrais les fenêtres, je regardais, je voyais les dunes, la plage, je dis waouh, c'est ouf. Et ça reste vraiment mon petit coup de cœur. Après, il y a le moment aussi où j'ai fait du parapente avec Jérôme, c'était ouf. Donc voilà. Bah écoutez, on arrive à la fin de cette FAQ. Je sais, il y a beaucoup de questions, elles risquent de durer longtemps, mais j'ai pris mon temps pour le faire, de la manière la plus sincère comme d'habitude et puis la plus honnête de répondre à toutes vos questions. J'espère que j'ai réussi à le faire. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à m'écrire sur mes réseaux si vous voulez une partie 2, si vous voulez que je rentre dans le vif du sujet par rapport à quelque chose, notamment les questions qu'on me pose sur le budget, sur comment ça se passe la vie là-bas, etc. Je pourrais rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet dans une vidéo dédiée. Et puis surtout, je voulais vous parler maintenant d'un truc très très cool pour vous remercier de votre fidélité et pour vous remercier de ces 4 années, ça y est déjà sur YouTube. Voilà, j'ai écrit un e-book qui est gratuit. Ça s'appelle Le Kit de l'aventurier. Un e-book, c'est un livre digital que vous pouvez donc lire sur vos smartphones, sur vos tablettes, sur votre ordinateur, que vous pouvez emporter partout avec vous. Donc voilà, vous avez un téléphone, vous le téléchargez, bim bam boum. Et en fait, ce e-book que j'ai écrit, ben, il va vraiment pouvoir aider énormément de personnes, notamment dans le fait de pouvoir prendre sa liberté, un peu comme moi, de voyager un peu partout, comment on fait, dans le fait également de pouvoir organiser facilement sa prochaine aventure, de pouvoir organiser son sac de voyage en mode minimaliste, qu'on parte dans un pays chaud, dans un pays froid. Ça regroupe un petit peu tout ce que je prends, tout ce que je fais. Donc n'hésitez pas à le télécharger, c'est totalement gratuit. Vous avez le lien dans la barre d'infos. Et je sais, j'en suis persuadé,
que il aidera plus d'un en tout cas parmi vous. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout, n'oubliez pas, et ben, comme d'habitude, hein, que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ciao.